Et on va commencer par ce qui s'est passé avant et qui est peut-être le moment déclenchant de cette période cauchemardesque selon François Cusset, l'élection de Margaret Thatcher le 4 mai 1979. Le 10 Downing Street va de nouveau changer de locataire. Le dernier mandat de James Callaghan, c'est dans la place à un Premier ministre doublé d'une maîtresse de maison. La reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement. J'ai accepté. Très émue, Margaret Thatcher annonce sa nomination. Charles Pasqua disait il manque une Thatcher à la France, une Margaret Thatcher à la France. En quoi est-ce que ça augure et inaugure la décennie Alors, moi je crois que ce qui est important dans l'élection de Margaret Thatcher, ce n'est pas que les conservateurs l'emportent au Royaume-Uni, parce qu'après tout, le balancement entre travaillistes et conservateurs avait caractérisé la vie britannique pendant des décennies. C'est que cette fois, c'est la victoire d'une droite qui veut mettre en œuvre une politique de droite. Margaret Thatcher avait été ministre précédemment et s'était accommodée d'une politique, disons, de centre-droit, d'une politique assez traditionnaliste au plan économique. Et quand elle arrive au pouvoir, en 1979, sa détermination est tout autre. Sa détermination est bien celle de rompre avec l'ordre social-démocrate ou keynésien qui avait caractérisé le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, elle le dit, je cite, « J'avais toujours été un conservateur d'instinct, mais je n'avais pas su transformer cette sensibilité en une grille d'idées cohérentes et en un ensemble de mesures concrètes de gouvernement. Plus vite, les illusions des hommes pratiques se désintégreraient dans le heurt de la réalité, plus la nécessité de développer une telle grille se ferait sentir. En d'autres termes, les soubresauts sociaux que le Royaume-Uni connaît à la fin des années 70 convainquent une partie de la droite, et en particulier Margaret Thatcher au sein du Parti conservateur, qu'il faut rompre avec des politiques centristes auxquelles il s'était accommodé pendant les années précédentes. Donc elle arrive au pouvoir avec une détermination de rupture, un peu comme Ronald Reagan un an plus tard aux États-Unis, et un peu comme, mais dans un autre sens complet, François Mitterrand en 1981. La volonté de rompre avec des politiques de type centriste. François Cusset. Rétrospectivement, ce qui se passe en 79 en Grande-Bretagne annonce ce qui va se passer en 83 en France, au sens où, en fonction des cultures politiques et sociales de ces deux pays, il y a en gros deux façons de faire passer la même chose. Thatcher est résolue et va le faire à faire passer en force, effectivement, les politiques ultralibérales, anti-keynésiennes qui sont les siennes. On pourrait dire rétrospectivement que la stratégie des socialistes et de Mitterrand a été de la faire passer pédagogiquement, si je peux employer ce terme ironiquement, c'est-à-dire on essaye autre chose pendant un an et demi, quand vous aurez bien compris que ça marche pas, on changera de cap. Donc voilà, pédagogie mitterrandienne contre force thatcherienne. 5 novembre 1980, soir 3, élection de Ronald Reagan. Je pense qu'on va entendre la voix de Jean-Marie Cavada aussi. Ronald Wilson Reagan. À 19h hier soir, la côte ouest n'avait pas encore fini de voter, mais à New York, la télévision donnait déjà le nom du vainqueur. Qu'est-ce qui va changer pour nous Européens et surtout Français ? C'est vraiment difficile à dire avec précision, car le candidat Reagan a été d'une prudence de sioux. L'intéressant dans l'élection de Ronald Reagan, c'est qu'elle porte à la tête des États-Unis un président qui succède lui-même à un président conservateur. Car Jimmy Carter a beau être démocrate, c'est lui qui a lancé la déréglementation de l'économie, c'est lui qui a négligé les syndicats, c'est lui qui a nommé Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale pour conduire une politique ultra-monétariste, et enfin c'est lui qui a relancé les dépenses militaires. Sur cette base, on peut penser qu'il sera difficile de faire beaucoup plus à droite. Et naturellement, Ronald Reagan prouvera que ce qui a l'air difficile est réalisable. François Cusset. Oui, alors évidemment, c'est une étape historique dans la droitisation de la politique et de la politique économique mondiale, l'élection de Reagan. Je ne sais plus qui disait qu'il y avait ce bon mot, peut-être un peu trop optimiste, qui résumait la décennie justement 80 en disant elle commence avec l'élection à la Maison-Blanche d'un très médiocre acteur américain et s'achève par l'élection à la présidence de la République tchèque d'un très bon dramaturge, Václav Havel. Ce qui était effectivement une façon de finir mieux que ça n'avait commencé.
Frédéric Lordon. Oui, il y a clairement un moment de transition à l'échelle du monde. C'est un choc de politique monétaire absolument sensationnel. C'était en 1979, Paul Volcker durcit la politique monétaire américaine avec pour intention de porter un coup final à la dynamique d'inflation qui traverse tous les États industriels depuis plus d'une dizaine d'années. Et qu'est-ce que ça signifie, cette politique monétaire ultra resserrée ? Ça signifie fini les bêtises, désormais. L'inflation, qui, c'est bien connu, ne cesse de faire du mal à la rente. C'est terminé. Donc, ce tournant de politique monétaire qui est pris en 1979 est annonciateur d'une volonté politique délibérée de mettre un terme à tout ce qui est de l'ordre des processus inflationnistes, et c'est finalement l'ouverture de l'époque des rentiers. Oh non. 20h, voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofres, je vous en prie, non, les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie, 51,7%, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner l'information brute. Humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Voilà la déclaration de François Mitterrand à l'hôtel du Vieux-Morvan. On est le 10 mai 1981. Nous avons tant à faire ensemble, dit-il. Serge Alimi. Jusqu'en 1981, la gauche arrive au pouvoir grâce à des fractures de l'histoire. Le Front populaire, la résistance, elle réforme beaucoup, elle dure peu, et elle impose de longues périodes de veille aux humbles militants pénétrés d'idéal qu'évoque François Mitterrand le soir de son élection. Ces militants qui espèrent en général tenir assez longtemps pour être encore debout un jour de juin 36 ou de mai 68. À partir de mai 1981, les choses vont changer. Parce que à partir de 1980 et de la normalisation libérale, l'alternance va se banaliser. Souvenons-nous, en 1981, l'élection de François Mitterrand, c'est la fuite des capitaux, l'effondrement de la bourse, qui perd 20% en quelques jours. Et lorsque François Mitterrand est réélu 7 ans plus tard, rien de pareil ne se produit. Il n'y a pas de chute des capitaux, et la bourse même salue la réélection du président socialiste. L'autre dimension qui est importante, c'est que quand François Mitterrand est élu, jamais dans l'histoire, la gauche n'a été aussi puissante. C'est la première fois qu'elle contrôle à la fois la présidence de la République et une présidence de la République renforcée par les institutions de la Ve République, qu'elle va disposer d'une majorité parlementaire, qu'elle dispose d'instruments économiques et monétaires considérables du fait des nationalisations qui sont intervenues à partir de 1946 à la Libération. Donc c'est une gauche très puissante qui arrive au pouvoir, qui a été écartée des responsabilités pendant 23 ans, qui naturellement a un certain nombre de demandes, de réformes, et qui va avoir l'intention de les mettre en œuvre très vite, et d'autant plus vite, on l'a su plus tard, que François Mitterrand redoutait, du fait de son cancer, de ne pas rester en vie très longtemps. Frédéric Lordon. Je suis un peu embêté parce que s'il est question de commenter la doctrine économique avec laquelle la gauche arrive au pouvoir en 1981, il est malheureusement difficile de dire autre chose qu'elles ne sont pas adaptées. Or, lorsqu'on dit une chose pareille, on voit immédiatement dans quel camp on se retrouve classé. En quoi consiste finalement le corps de doctrine en matière de politique économique des socialistes quand ils arrivent au pouvoir ? On pourrait dire, pour faire simple, 2 choses. Premièrement, une politique de relance qui a aussi des bonnes propriétés de redistribution sociale. Deuxièmement, les nationalisations. Alors, il faut traiter ces 2 choses différemment. La politique de relance, c'est sans doute là qu'était le
le point d'obsolescence véritable du référentiel économique de la gauche. On peut l'en excuser parce qu'il faut garder en mémoire qu'on sort d'une période de 30 ans pendant laquelle le référentiel keynésien s'est avéré d'une efficacité absolument remarquable. Par conséquent, il n'est pas totalement irrationnel, lorsqu'une crise survient dont on ne sait pas encore qu'elle est d'une nature un petit peu différente, il n'est pas totalement irrationnel de conserver encore un temps le référentiel en question, simplement, ne serait-ce que pour le temps de l'apprentissage, et de ne pas le bazarder aux orties immédiatement. En revanche, les nationalisations, c'est un petit peu autre chose, parce qu'évidemment, il est facile avec le recul du temps de crier haro sur le baudet, mais il faut tout de même bien voir que l'appareil productif, l'appareil industriel français, dont héritent les socialistes, je dis hérite entre guillemets, puisqu'il est aux mains des capitalistes privés, cet appareil industriel est dans un état lamentable. Sans la nationalisation, on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre d'entreprises privées dans lesquelles l'actionnariat n'a pas fait son devoir et qui va aller à la ruine. Par conséquent, les socialistes arrivent et en nationalisant, ils remettent à flot un certain nombre de boîtes qui étaient vouées à la casse, Rhône-Poulenc en particulier, etc. Mais la grande erreur des socialistes, c'est de ne pas avoir été capable de concevoir une justification économique ou politique de la nationalisation passé le temps de la remise à flot. Et c'est la raison pour laquelle le tournant s'effectuera en 1984, quand Laurent Fabius assignera aux patrons d'entreprises publiques pour seule mission de faire, comme les entreprises privées, du profit. François Cusset. Il y a une euphorie générale. C'est pour ça que c'est un moment très particulier qu'il est très difficile de réévoquer, parce que les deux commentaires fort judicieux qu'on vient d'entendre relisent le 10 mai 81 à l'aune de 83, de 88. On n'en est pas là. On n'est pas dans la normalisation libérale. On est dans un moment très particulier. On est dans un pays qui, effectivement, est, d'après un sondage de juin, à 74% à gauche. Donc vraiment, voilà, une situation inédite et qui n'aura pas de lendemain. Et en même temps, à écouter précisément les mots de Mitterrand, il ne s'agit que d'unité nationale, d'unité patriotique, de communauté réconciliée, discours presque gaullien sur le thème effacement des polarités idéologiques, qui révèle quoi ? Qui révèle que le seul et unique but, on a presque envie de dire légitime à ce moment-là, de la gauche qui arrive au pouvoir, c'est de durer. Elle n'est jamais restée au pouvoir plus de 2 ans dans l'histoire politique française. Et alors, que ça explique ou pas les tournants qui auront lieu ensuite, fort dommageable, en tout cas, c'est son seul but, et c'est bien ce qu'on entend, je trouve, dans le ton de Mitterrand ce soir-là. Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82. Pierre Mauroy a présenté hier soir au chef de l'État la démission de son gouvernement. Monsieur François Mitterrand a immédiatement désigné un nouveau Premier ministre. Laurent Fabius est le surdoué de la classe et il vient de le prouver une fois de plus en devenant à 37 ans le plus jeune chef de gouvernement des 3 dernières républiques. Le front dégarni et le sourcil un accent circonflexe, l'enfant prodige du socialisme incarne ce que l'on appelle la gauche américaine. Partisan d'une société d'économie mixte, compétitive, ouverte sur l'étranger, le maître mot pour lui, c'est modernisme. La modernisation, nous l'amènerons à bien parce que c'est la seule politique possible pour assurer l'avenir du pays. Le 17 juillet 1984. C'est assez amusant qu'on le qualifie de partisan de la gauche américaine, dans la mesure où l'expression avait été inventée par Jean-Pierre Chevènement pour atteindre Michel Rocard. Et à l'époque, Laurent Fabius s'était opposé à Michel Rocard en lui disant, phrase célèbre, entre le marché et le plan, Michel Rocard, il y a le socialisme. Donc quelques années plus tard, on a comme partisan de la gauche américaine Laurent Fabius, qui affiche une orientation libérale et modernisatrice, ce qui signifiera bien sûr le sacrifice des industries traditionnelles. On sait le prix que la Lorraine va payer. Et à l'époque, François Mitterrand recommandera à ses ministres d'être durs en termes de restructuration. Évidemment, quand Laurent Fabius devient Premier ministre, c'est un moment aussi important dans la mesure où cette fois, les communistes qui ne s'étaient pas opposés au virage de 1982-1983, qui avaient même voté la confiance au gouvernement en 1984 sur sa politique de modernisation industrielle, cette fois ne peuvent plus accepter de rester au gouvernement.
et il le quitte donc en juillet 1984. François Cusset. Ce qui est intéressant avec ce changement de gouvernement, le passage de Mauroy à Fabius, c'est évidemment pas seulement un changement de style et de look, le jeune intellectuel économiste surdiplômé et brillant, c'est aussi un véritable tournant idéologique, puisque le discours qui est chargé finalement de tenir Fabius, c'est effectivement le discours de la modernisation, et je crois même que dans cette déclaration de politique générale, dès juillet, il va oser reprendre pour l'entreprise, pour le discours de l'entreprise, la fameuse formule de Kennedy, et dire, ne vous demandez pas ce que l'entreprise peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. C'est-à-dire un discours de la mobilisation quasi militaire, en gros, en pleine crise, compte tenu du retard de la France, je serai le chef de gouvernement d'un pays mobilisé, comme en pleine union sacrée, pour l'innovation technique et la création d'entreprises. Discours là aussi assez éloigné de celui qu'a pu tenir Laurent Fabius il y a 2 ans. Et là, c'est d'autant plus terrible qu'il ne reprend pas le discours de Kennedy, puisque Kennedy, c'est ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ouais. Là, maintenant, il y a l'assimilation entre l'entreprise et le pays, et la nation. Quel contre-feu contre tout ça, François Cusset? Quel contre-feu à l'époque? Oui, est-ce qu'il y a des intellos, il y a des mouvements, les uns ou les autres, des syndicats, des journalistes, des penseurs, que sais-je, des politiques, qui s'insurgent, qui contestent, qui protestent, qui débattent? Il y a des mouvements sociaux, pas toujours unitaires, et en plus liés à des vieux bastions syndicaux en état de désaffection croissante. Mais enfin, il y a quand même une résistance sociale, syndicale, dans la rue, à tout ça, qui a lieu, qui est complexe à organiser, qui encore une fois se fait dans une ambiguïté complète face à la gauche, qui est au pouvoir et qui est censée être l'allié historique de ces syndicats. Donc il y a une résistance sociale. La résistance intellectuelle, moi je ne la vois qu'individuelle. C'est-à-dire qu'il y a, à ma connaissance et dans le travail d'archives que j'ai fait, j'ai pas vu de mouvement d'ensemble, d'écoles nouvelles, de réponses organisées à des innovations telles que justement la création de la Fondation Saint-Simon. Moi j'ai le même sentiment, effectivement, celui d'un désarroi total des gens de gauche qui reçoivent un coup de marteau sur la tête, d'autant plus fort qu'ils ont été trahis par leur propre famille. Et qu'on ne cesse de leur dire, mais restez avec la famille même si elle vous a trahi, parce qu'en face, ce sera pire. Et ce discours-là sera matraqué en permanence par François Mitterrand, et matraqué avec d'autant plus de volupté qu'à partir de 1983-84 émerge le Front National, qui noue un certain nombre d'alliances avec la droite, ce qui permettra de soutenir la gauche, quoi qu'elle fasse, y compris quand c'est elle qui est en quelque sorte l'architecte des réformes libérales les plus brutales. C'est même précisément ce que l'anthropologue américain Albert Hirschman appelait la rhétorique réactionnaire, dont l'argument principal est tenter de changer nous ferait obtenir un résultat pire que la situation. On se retrouverait avec une droite encore pire. Donc le changement est devenu impossible. C'est vraiment la définition philosophique de la réaction. Mais ça fait un basculement quand même très important en très peu de temps. Ça va très vite, mais effectivement, il faut quand même, pour ne pas rester dans les dates et les bornes chronologiques, se souvenir que tout ça se met en place dans la deuxième moitié de la décennie 70. Il y a, disons que la gauche de pouvoir et pas mal d'idéologues comme Alain Minck et autres recueillent les fruits d'un changement dans les têtes et dans les agendas qui a lieu avant, qui a lieu. Halimi. Oui, je crois que ça va très fort, précisément parce que ça va très vite. Il est presque impossible de tirer en quelque sorte sur ces politiques-là, tant elles changent à toute vitesse. Et c'est quelque chose de voulu, puisque en Nouvelle-Zélande, où à la même époque des réformes néolibérales seront mises en œuvre, l'un des architectes de ces réformes expliquera, une fois que le programme de réforme commence à être mis en œuvre, ne vous arrêtez qu'après l'avoir mené à terme. Le feu de vos adversaires est moins précis quand il doit viser une cible qui ne cesse de bouger. Et c'est un peu ce qui se passe pendant ces années 80. On veut s'attaquer à une mesure de la gauche et puis aussitôt une autre est prise. Et donc, en quelque sorte, l'attaque qu'on a décidé de lancer est devenue obsolète. Oui, ça, je pense que c'est très important. Qu'est-ce qui a fait que la gauche a été en position dominée? Je veux dire, la gauche intellectuelle ou la gauche idéologique, politique, vraiment, a été dominée pendant toute la période. C'est qu'elle n'avait
plus l'initiative. Elle n'avait plus l'initiative doctrinale. Ça n'est plus elle qui faisait l'agenda du débat politique. Alors là, ça s'est vu. Je veux dire, mais on est encore dans cette période à la limite. Ça atteint son point culminant, me semble-t-il, un peu après les années 80. C'est pendant l'époque du MEDEF façon Seyer, avec la refondation sociale, qui nous tirait comme au bal-trap une nouvelle idée tous les 4 matins. Et les syndicats, les partis de gauche, les économistes de gauche, d'essayer de rattraper les balles à la volée comme ils le pouvaient. Et à peine en avait-il fini avec une que la suivante leur arrivait en pleine poire immédiatement. Et ça, je pas seul à penser évidemment parce que c'est trivial, mais comment le faire, c'est une autre question. La grande priorité, c'est de retrouver la mainmise sur l'agenda. Beaucoup de commentaires après la signature de l'accord UDF, RPR, Front National pour une liste unique au second tour des élections municipales à Dreux dimanche prochain. Quelle est la réaction du Front National, qui fera donc liste commune avec l'UDF et le RPR à Dreux? Écoutez le président de ce mouvement, Jean-Marie Le Pen. La victoire du Front National est certaine. Sa progression ne le fait pas sortir du néant, comme certains semblent le penser, mais je suis de ceux qui pensent que c'est un chiffre qui peut s'étendre largement à l'ensemble du pays si nous bénéficions de la loyauté et de l'égalité de l'information comme nos concurrents dans les élections. Enfin, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, lance un appel ce matin aux électeurs drouais, les électeurs de Dreux, pour qu'ils empêchent que Dreux soit la première ville de France ouvertement dirigée par l'extrême droite. Voilà, 16 septembre 1983, élection à Dreux. Et ça aussi, c'est un trait de cette décennie, François Cusset. Oui, c'est une des dates les plus tristement importantes de la décennie, puisque c'est vraiment l'émergence d'un acteur politique nouveau. Le Front National avait faisait des scores aux élections grotesques jusqu'à cette municipale partielle de Dreux, qui, il faut le rappeler, a été revotée une deuxième fois après l'été, parce que à cause de problèmes au second tour au printemps, et donc conduit à cette alliance, elle aussi tristement historique, dénoncée effectivement par quelques personnalités de droite. Alors, ce qui nous rappelle quand même au passage cette chose importante, on a beaucoup dit la gauche de pouvoir a un intérêt évident à l'émergence du Front National, puisque ça va émietter l'électorat de droite, gêner la droite et lui permettre de gagner les élections suivantes. On voit bien avec ce genre de tactique d'alliance et les débats idéologiques que ça crée à droite qu'il n'y a pas que la gauche qui a favorisé la montée du FN. Enfin, ça va de soi. Le Pen, même si ça n'est pas lui qui est candidat, va devenir effectivement le personnage médiatique central de la vie politique et télévisuelle de la décennie. Effectivement, son langage est encore assez posé. Les dérapages suivront très peu de temps après, 84, 85. C'est un tournant politique, 83. Ouais. 25 ans plus tard, on peut dire que le paysage électoral actuel, et en particulier la candidature de Sarkozy, est véritablement un précipité chimique de 25 ans de montée du FN dans l'esprit français. Serge Alimi là-dessus, le jeu de la gauche avec le FN. Le jeu de la gauche, je crois que c'est une formulation même de Pierre Bérégovoy ou de François Mitterrand, je ne sais plus, qui expliquait qu'il fallait en quelque sorte doper l'extrême droite pour obliger la droite à faire alliance avec elle et la rendre ainsi inéligible. Et pendant bien des années, on aura l'impression que François Mitterrand fera du combat contre l'extrême droite en quelque sorte sa marque de fabrique qui permettra de justifier qu'il est resté de gauche, tout en assistant l'extrême droite afin de poser des tas de problèmes à ses adversaires Chirac, Giscard d'Estaing et Barre. Il y a peut-être des traits qu'on tire pas assez dans les analyses que vous faites et les commentaires que vous faites sur ces années 80 et sur les archives qu'on écoute et qu'on propose. C'est aujourd'hui. C'est que celui qui rentre dans cette émission à certains moments doit avoir l'impression qu'on est en train de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui domine la vie sociale et politique française aujourd'hui est quelque part apparu dans la première moitié des années 80, qu'il s'agisse encore une fois de la politique de rigueur, de la montée de Le Pen ou de l'apparition du sida. Donc effectivement, il y a là une concentration chronologique de phénomènes qui nous paraissent désormais naturels, mais qui ne le sont pas et sont nés donc il y a 25 ans. America is back, standing tall.
L'Amérique est de retour, fière, regardant les années 80 avec courage, confiance et espoir. Voilà, America is Back, c'est le 29 janvier 1984 sur Antenne 2. Reagan est candidat. Oui, alors il est candidat, il sera réélu très largement avec 59% des voix en novembre 1984. Naturellement, dans le bilan qu'il a dressé de son premier mandat, il y a un certain nombre d'éléments manquants, notamment le fait que le déficit commercial a été multiplié par 3 ou par 4, un peu comme le déficit budgétaire, et que le nombre de pauvres a explosé. Mais il y a une chose qui est peut-être plus intéressante pour nous ici, c'est que 1984, ça a été aussi et presque autant l'année du reaganisme en France. Le 28 novembre 1984, donc 3 semaines après sa réélection, j'ai retrouvé un article paru dans le Wall Street Journal qui était titré « La France vire à droite, vive Reagan ». Le Wall Street Journal est donc le journal des milieux d'affaires et un journal très marqué à droite, côté républicain, côté Reagan. Et la correspondante du journal écrit sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, sur la rive gauche, aux Halles et à Beaubourg, dans les cafés de quartier, dans les restaurants élégants, dans le métro, dans une boulangerie des profondeurs plébéiennes du 13e arrondissement, cela ne s'arrêtait pas. Le plus souvent, surtout si c'était à l'intérieur d'un établissement, le Français libérait sa conscience en me détaillant la chance que nous avions, nous les Américains, d'avoir Reagan pour président, et la chance pour le monde d'avoir le président Reagan, alors que, hélas, allait devoir subir 3 ans de plus François Mitterrand. Je commençais à imaginer ce que les soldats américains avaient dû éprouver quand on les acclama à l'époque de la libération de la France. Fin de citation donc du Wall Street Journal. Et c'est assez dire que la popularité des États-Unis et de Reagan était très forte en France, y compris dans certains milieux intellectuels. C'est d'autant plus vrai. Alors le lyrisme du Wall Street Journal, effectivement, nous rappelle que voilà, l'Amérique est enfin bien accueillie en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de basculer d'époque. La géopolitique vue depuis l'Hexagone s'inverse à ce moment-là. Mais la 84 est d'ailleurs, à mon avis, l'année la plus américanophile peut-être du siècle en France. Donc l'Amérique, grand méchant capitaliste, grand Satan impérialiste, en pleine époque, qu'elle soit marxiste ou gaullienne d'ailleurs, devient cette fois-ci le modèle à suivre absolument, et dans tous les domaines. C'est-à-dire que on a effectivement des intellectuels qui applaudissent l'armement par la CIA des contras fascistes au Nicaragua. On a évidemment les libéraux, les idéologues libéraux qui font de la Californie l'Eldorado absolu. Je crois que 84, si je me trompe pas, c'est la création du magazine économique Challenge en France, qui est un magazine d'un genre nouveau. C'est plus l'économie à la papa, c'est l'économie avec des vrais portraits de jeunes entrepreneurs en jean. Enfin, c'est le début là aussi de la Silicon Valley. 84, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles, énormes, surdimensionnés, d'une taille record, qui sont l'occasion là aussi de faire l'éloge de l'Amérique. Et finalement, Reagan est le portrait élogieux qu'en font mais tous les intellectuels, même de gauche en France. C'est le portrait d'un homme simple qui est enfin un homme politique méritant ses responsabilités, selon une logique qui est finalement la même qui justifie d'inviter Bernard Tapie sur des plateaux de télévision en France. Séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, plus pragmatique que cérébral, plus intuitif que cartésien, si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, si vous êtes encore plus casse-cou que timoré, plus cynique qu'idéaliste, bref, si vous avez un tempérament d'aventurier, et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de fric. Pourquoi vous ? Parce que je pars d'une situation neuve, et par conséquent, ce qu'est crise pour certains est une situation connue de moi. Moi, c'est ça, c'est cette formidable envie de... Sûrement, c'est à la fois l'ambition et l'envie de réussir, mais je crois que le véritable moteur, c'est une extraordinaire injustice que j'ai ressentie pratiquement tout au long de ma jeune carrière, où j'avais le sentiment que le véritable dirigeant n'était pas forcément celui qui avait les plus de facultés pour l'être. Celui qui se mettrait à pas aimer l'argent, à être chef d'entreprise, faut qu'il change de truc, parce que il est là pour ça, c'est son unité de mesure. C'est comme si Dru disait, moi le chronomètre, je n'en ai rien à foutre. Ça n'a pas de sens. Donc il peut pas être désintéressé. Mais c'est pas vrai de toute la population. Moi je connais un tas de gens qui sont très respectables, et pour qui gagner 2 fois plus, c'est pas du tout le truc absolu.
Cela dit, moi, qui ai connu les deux situations, j'ai connu celle avec et j'ai connu celle sans. Je peux vous dire que je suis mieux dans celle avec. Tout le monde a reconnu Bernard Tapie, et vous n'avez peut-être pas bien entendu le titre de cette émission, c'était Les faiseurs de fric. Là, ce genre d'émission, effectivement, fait florès à cette époque-là. Il y en a beaucoup. Il y aura vu la crise, il y en aura pas mal. L'idée, c'est quand même assez artificiellement de produire à la télé, à la radio, un discours de propagande pour réconcilier les Français et l'argent et l'entreprise, pour les décomplexer. Mais au milieu de cet artifice-là, le bonhomme Tapie est effectivement une aubaine, parce que alors lui, il incarne l'authenticité de ce désir-là. Il y a quelque chose de quasiment sexuel, libidinal. Il aime l'argent. Il explique que c'est cet amour de l'argent qui peut faire réussir. Donc tout l'enjeu politique et idéologique est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tenir un discours sur le libéralisme, mais de sexualiser, moi je trouve, ces questions-là, de montrer que le capitalisme fait jouir, que l'argent est désirable. Donc et finalement le discours de la réalisation, consistant à devenir quelqu'un, à se trouver une voie, est rendu sexy par cette rhétorique complètement nouvelle en France, qui est que l'argent qui suscitait que puritanisme et mépris chez les bons Français est désormais la chose la plus révolutionnaire qui soit, quoi. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu casser quelque chose qui était justement ce rapport à la culpabilité à l'égard de l'argent. C'est-à-dire que je suis partie du principe que les gens qui faisaient de l'argent avaient nécessairement un talent. Que ce talent, il était la résultante d'un certain nombre de qualités, qu'il fallait mettre ces qualités en évidence, et que c'était donc prendre le mot parvenu dans un tout autre sens et dans un tout autre contexte, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis de rien, qui ont eu une idée, qui ont fait des efforts et qui sont parvenus à réussir et à couvrir leurs objectifs. Il faut prendre des risques, et ça c'est fondamental. Voilà, alors investissez-vous, accrochez-vous, bagarrez-vous, et puis, si possible, gagnez de l'argent. En tout cas, bon après-midi à tous, et à bientôt pour une autre émission d'Aujourd'hui la vie. Au revoir. Survivez. Une interprétation du mot parvenu. François Cusset, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée de rattraper notre fameux retard avec les États-Unis? Oui, mais c'est même pas de rattraper un retard. Là, je pense que les termes employés par cette psychosociologue et par l'intervieweur prouvent que le discours sur l'argent des années 80 est peut-être le décalque exact du discours sur la sexualité des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, on est coincé, on est inhibé, on n'est pas totalement réalisé. C'était le cas dans la sexualité à l'ancienne, à la papa, qu'il fallait absolument libérer, avec toute cette mythologie de la libération. Et là, c'est pareil avec l'argent, puisque finalement, c'est le discours du péché, de la lourdeur, de la vieillerie et de la transgression nécessaire. Il faut donc transgresser ce tabou-là. Moi, je trouve que ce discours-là, là aussi, sexualise la question, sexualise l'argent et appelle à s'en libérer. Difficile de répondre autre chose à cette psychosociologue que oui, aimons l'argent, sinon on est vraiment des coincés. Serge Alimi. Et il faut aussi souligner que pour la gauche qui fera de Bernard Tapie un ministre de la ville quelques années plus tard, l'image de cet entrepreneur d'extraction populaire était tout à fait idéale. Ça lui permettait de rompre un peu avec son identification avec ce qu'on a appelé la gauche caviar. C'était le type qui était capable en quelque sorte d'en remontrer à un autre tribun type Jean-Marie Le Pen. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. Vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Il s'avérera, cela dit, il faut ajouter que Tapie s'avérera évidemment incontrôlable puisqu'il a été entièrement déniché. Alors on raconte que c'est Jacques Pillan, je crois à l'origine, qui l'a déniché pour l'Élysée, pour effectivement dans le rôle de l'animateur médiatique de l'entreprise. Et il va évidemment aller bien au-delà de ce qu'on lui demandait, devenir le personnage gênant, celui que la bonne bourgeoisie énarco-HECienne trouve vraiment vulgaire et obscène, et dont la popularité ira croissant et empêchera qu'on puisse vraiment le mettre de côté. Tapie, ça durera quand même un certain temps, parce qu'il faut rappeler qu'aux élections européennes de 1994, il obtiendra 12% des voix, un score à peu près comparable à celui de la liste conduite par Michel Rocard pour le Parti Socialiste. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous allons rester un peu plus d'une heure ensemble ce soir, une heure pendant laquelle nous allons parler d'argent. De l'argent qui vous manque, de celui que vous placez aussi et qui, grâce à la bourse, deviendra l'argent des entreprises avant de vous revenir ensuite.
C'est important, l'argent. Et c'est pourquoi l'économie de la France, sa richesse et son avenir, eh bien, c'est vous. Parlons d'argent, de votre argent. Vous connaissez Pierre-Marie Thiaville, dont vous appréciez les conseils pratiques. Eh bien, désormais, il viendra chaque mois vous aider à mieux défendre votre argent contre ses ennemis. Voilà, c'est pas les Monty Python, c'est une vraie émission qui a vraiment existé. C'était le 26 septembre 1985 et ça s'appelait Action. C'est important, l'argent, nous dit François-Henri de Virieu, et défendre votre argent contre ses ennemis. Frédéric Lordon, c'est lui ? Bien sûr, c'est ravi, convaincu à bloc. Ce qui est très intéressant, c'est que le néolibéralisme a bien compris que son combat se gagnait dans les structures économiques, qu'on réforme plus ou moins brutalement, mais surtout qu'il se gagnait aussi par des luttes symboliques. C'est-à-dire le néolibéralisme l'aura totalement emporté quand il aura triomphé dans les esprits. Et c'est la raison pour laquelle il est véhiculé par toute une série d'entreprises pédagogiques comme celle dont on vient d'écouter l'archive. Et ça passe par une multiplicité de canaux qui est tout à fait impressionnante. Les écoles de commerce, évidemment, ça c'est la plus simple, c'est-à-dire former les jeunes esprits malléables. Moi, je me souviens que j'étais à cette époque dans une école d'ingénieurs et déjà la pédagogie commençait à s'infléchir considérablement pour, puisqu'il s'agissait bien sûr de former les cadres dirigeants de demain, comme l'a très bien dit le monsieur là qu'on vient d'entendre, il s'agissait d'infléchir la pédagogie pour une prise en compte toujours plus importante de la gestion, les contraintes de l'économie, etc. Et à cette époque même, à l'école des Ponts où je suivais paisiblement ma scolarité, venait de se créer un cycle particulier qui était l'équivalent d'un MBA, c'est-à-dire d'un Master in Business Administration, c'est-à-dire une espèce de business school, de petite business school à l'intérieur de l'école d'ingénieurs. Deuxième filière pédagogique, il y a eu tout le mouvement qu'on a appelé des clubs d'investissement dans les années 80, mais ça fait florès, c'est-à-dire des gens tout à fait ordinaires qui se regroupent pour discuter le coût boursier, bien sûr, entre eux, et chacun de gérer à la petite semaine son petit portefeuille, et c'est à qui fera le mieux. Donc là aussi, c'est par des voies comme ça, tout à fait capillaires, que s'insinue très profondément dans le tissu social cette culture de l'argent, évidemment détabouisée, comme disent avant Nicolas Sarkozy tous ces gens-là, puisqu'il faut en finir avec les tabous. Donc c'est vraiment la pédagogie néolibérale et boursière ont vraiment de très beaux jours devant eux, et on aurait tort de le prendre à la rigolade. C'est un ennemi très très dangereux. Est-ce que ça a marché, cette volonté de décomplexer les Français face à l'argent ? Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut dire 20 ou 25 ans plus tard que cette propagande un peu hystérique, surtout venant après une période absolument inverse, où en gros la droite conservatrice comme la gauche marxiste méprisait tout ça, ils étaient d'accord. Donc ce retour de bâton à ce point-là est déconnecté de la réalité sociale, qui est d'abord une réalité d'échec, de chômage, de douleur, de dépression, finalement ne sélectionnera qu'une petite élite d'entrepreneurs heureux, ne représentant rien du tout. Je crois que ça n'a pas pris. Le discours de l'entreprise n'a pas pris. Il y a effectivement une augmentation de la natalité des entreprises au fil des années 80 qui a atteint, je crois, son pic au début des années 90 pour se stabiliser ensuite. Mais ça n'a finalement pas pris, ce que d'ailleurs les étrangers nous reprochent, trouvant que c'était bien la peine d'être si libéraux sous Mitterrand pour que finalement on soit toujours rétif face au mythe de l'entreprise. Et voici le bébé show pour les rigueurs, les socialos. Les RPR craquent et les fachos. Ce sont tous des rigolos. C'est le début de la cohabitation, cette expérience inédite dans l'histoire politique française, avec la victoire de la droite aux législatives et donc un gouvernement Chirac sous présidence Mitterrand. Au début, avoir l'ambiance de l'année, avoir l'ambiance des élections d'ailleurs, et le programme de la gauche qu'on a un peu de mal à distinguer du programme libéral de la droite, au début on pense effectivement convergence quand même, là aussi, des programmes politiques et des idées de fond, et que ça devrait donc se passer à peu près bien. Et puis surprise, en juillet, Mitterrand refuse de signer les ordonnances donc de privatisation ou dénationalisation, d'où cette crise effectivement presque de régime, parce que là, Chirac fera usage du 49.3 et passera outre, mais voilà, il y a tension forte.
La privatisation devant les députés, pas de surprise, 49.3 et motion de censure au menu de l'Assemblée nationale. Le projet sera adopté la semaine prochaine. Hinault remporte l'étape contre la montre, mais Greg LeMond bétonne son maillot jaune au terme de cette 20e étape. C'est intéressant. Je ne sais pas trop quelle lecture en faire. La lecture un peu cynique, c'est de dire que génie politique quand même sans égal de Mitterrand, qui va accumuler entre 86 et 88 ce type de tension à intervalles quand même pas trop réguliers pour éviter que le pays soit ingérable et qu'on l'en accuse, mais suffisamment pour en sortir vainqueur. C'est-à-dire pour incarner finalement l'unité nationale, là où son Premier ministre incarne l'idéologie de droite, une faction politique et une stratégie qui s'avérera payante, quoi. En politique, le Parlement tient toujours la vedette. Après la bataille de l'ordonnance sur la privatisation, le projet de loi est maintenant aux mains des députés. Tout a été réglé en moins d'une heure. Seuls se sont exprimés les ministres concernés et le rapporteur général du texte, ce qui suscita la protestation du groupe communiste. Le gouvernement s'apprête à faire adopter, sans vote, le texte de dénationalisation de 65 entreprises du secteur public, mis au point hier au Conseil des ministres, grâce à la procédure autoritaire du 49.3. C'est une parodie de délibération, une censure de la représentation nationale. Un peu de sérénité et sachons distinguer l'essentiel de l'accessoire. La voie législative, nous l'empruntons, car le pays nous a donné un mandat qu'il nous faut, sans faiblesse ni retard, remplir. C'est l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le projet de loi dont vous êtes aujourd'hui saisis. Serge Halimi. À mon sens, il y a deux surprises historiques, entre guillemets. D'une part, que la droite rompe aussi franchement avec sa tradition colbertiste. Car après tout, privatiser ne faisait pas partie de ses habitudes. Elle avait été au pouvoir entre 1958 et 1981 et elle n'avait pas privatisé, et sans doute n'avait-elle pas privatisé parce qu'un certain nombre des entreprises nationalisées l'avaient été du temps du général de Gaulle à la Libération. Donc là, on a une droite qui est vraiment, pour le coup, reaganienne, assez américaine, très libérale. Et la surprise symétrique, c'est bien sûr que quand la gauche gagnera à nouveau les élections 2 ans plus tard, elle ne renationalisera pas ce que la droite a privatisé, puisque François Mitterrand expliquera à l'époque que mon mouvement naturel avait été de récupérer les sociétés dénationalisées depuis 2 ans. Si je ne l'ai pas fait, c'est par souci de psychologie des Français et de paix civile. Donc là, on a une droite qui, elle, n'hésite pas à mettre en œuvre son programme, et une gauche qui recule devant la remise en cause des contre-réformes libérales mises en œuvre par la droite. C'est vrai que la lecture de fond, c'est aussi que du coup, il y a convergence de la droite et de la gauche là-dessus, parce que cette droite un peu nouvelle qui apparaît sur les murs de France pendant la campagne des législatives de 86, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on voit, ils sont tous en bras de chemise, la cravate au vent, qui effectivement, c'est l'image même de l'entrepreneur. Voilà, c'est vivement demain, c'est l'image plus de l'entrepreneur que de l'élu de la vieille République. Quoi. Cette droite va finalement faire l'éloge du résultat principal des privatisations, qui est ce qu'elle appelle l'actionnariat populaire. Et ce discours des petits porteurs comme finalement la nouvelle figure de la démocratie française, avant c'était le citoyen ou l'électeur, désormais c'est le petit actionnaire qui va s'unir. Le petit rentier. Voilà, le petit rentier, mais dont il faut trouver une forme d'union politique générale. Ce discours sera absolument repris par la gauche qui gagnera les législatives en 88 et par le gouvernement Rocard. Donc là, on a convergence. Frédéric ? Date assez importante, mine de rien tout de même, parce que les privatisations, c'est la forme la plus pure de l'économisme. L'économisme, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il n'y a pas une activité concourant à la reproduction matérielle des hommes qui ne saurait échapper au marché. C'est le refus dogmatique qu'on puisse accepter des coûts économiques pour atteindre des objectifs qui ne le sont pas, pour poursuivre des finalités qui sont extra-économiques. Créer une soupape d'emploi sur un marché du travail tendu, aménager de manière à peu près équilibrée le territoire dans ses infrastructures de transport, je pense à la SNCF, sécuriser des installations énergétiques à risque, comme le nucléaire, EDF. Tout ça, c'est des finalités extra-économiques dont pourtant il serait assez utile d'accepter les coûts économiques. Eh bien, c'est cela que la privatisation
privatisation refuse. La privatisation envoie le message qui consiste à dire que la logique économique est hiérarchiquement supérieure au sein de toutes les logiques sociales et que toutes les logiques extra-économiques devront s'ajuster une fois réalisée la satisfaction des contraintes de la logique économique. L'économisme passe d'abord. C'est l'économisme contre le politique. Absolument. Et le politique viendra après, courra derrière. Exactement. Définitivement. C'est le renversement de la proposition selon laquelle l'intendance devait suivre. Non, là, l'intendance précède. Et c'est le reste qui s'adapte. Première nationalisée et privatisée, Saint-Gobain. La mise en vente des actions se fera à partir du 24 novembre pour 15 jours. Bonsoir. Âge 40 ans, profession ministre, conviction libérale, signe particulier, grand mais grand ami de François Léotard, Alain Madelin. Bonsoir et merci de faire ici ce soir votre première émission de télévision importante. Je crois que c'est important, c'est de ne pas avoir le nez collé sur la France, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que dans le monde, partout on privatise. Partout on déréglemente, partout on ouvre à la concurrence. Et je dirais qu'un pays est d'autant plus moderne, les pays qui gagnent sont les pays qui font le plus confiance à l'initiative privée, aux entrepreneurs. Ce sont les pays qui font confiance aux solutions libérales où il y a le moins possible d'État. Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, le retournement de tendance sur les marchés financiers internationaux. Hausse de 0,8% à la bourse de Paris. À New York, Wall Street s'est ressaisie après la panique d'hier soir. Dans quelques instants, analyse et commentaires en compagnie de Philippe Sassier, notre spécialiste, et de nos correspondants à l'étranger. On risque d'avoir des développements au moins aussi graves. Parce que les déséquilibres fondamentaux du monde et de l'économie américaine, les deux sont liés, sont infiniment plus importants qu'ils n'étaient en 1929. Qui aujourd'hui, Frédéric Lordon, se souvient de ce crack de Wall Street du 19 novembre 1987 ? Ah, pas mal de monde quand même, parce que ça leur a rougi les fesses, cette affaire. Ça, vraiment, là, ils avaient dégusté. Non, et puis en plus, ça avait le bon goût d'être tombé un jeudi d'octobre. Et le dernier, voilà, et donc le fameux jeudi d'octobre comme 1929. C'est ça le truc intéressant d'ailleurs, c'est que 1987, c'est le crack, mais 1986, la déréglementation financière est passée par là. Les marchés financiers qui étaient tout étriqués, la bourse qui était croupion, qui vivotait, particulièrement depuis qu'on avait retiré de la cote les grandes entreprises du fait de la nationalisation. Ces pauvres gars, ils se battaient les flancs, c'était terrible. Mais là, voilà, on reprivatise et puis on ouvre les marchés financiers. Alors c'est l'euphorie, c'est la joie, les clubs d'investissement et tout le tremblement. Et 1987, c'est le mélange toxique de la déréglementation financière et des privatisations. Pourquoi ? Parce que les privatisations propulsent sur les marchés financiers des petits épargnants qu'on a achalandés avec les pires arguments possibles, c'est l'Eldorado à tous les coups l'on gagne, sur des marchés financiers dont la principale propriété est leur extraordinaire instabilité. Du coup, nous allons renouer avec un certain type d'événement historique qu'on n'avait plus connu depuis presque 60 ans, puisque en effet, le dernier crack, il remontait à 1929, tout de même une paye, n'est-ce pas ? Alors là, l'interaction des deux, ça va être tout à fait prodigieux, puisque les privatisations commencent vraiment sous les flonflons. Moi, j'ai encore dans l'oreille Madame, Monsieur, la pub qui nous annonçait la privatisation de Paribas. On voyait sous fou rire la porte de bois ouvragée de la rue d'Antin, ça débouchait sur l'orangerie, c'était absolument merveilleux. Tous les bijoux de famille les plus reluisants ont été passés à la privatisation et ça marchait du tonnerre. Les émissions ont été sursouscrites, c'était vraiment formidable. Alors vient le tour de la compagnie financière de Suez, après Madame, Monsieur, etc. Il faut trouver un truc vraiment là pour les faire venir. Alors on va chercher Catherine Deneuve. Quand on vous dit Suez, si vous pensez Deneuve, c'est que la coûteuse campagne de publicité que s'est offert le groupe pour fêter son retour au privé a déjà porté ses fruits. Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire du groupe Suez. Réfléchissez. Catherine Deneuve fait l'article pour la privatisation d'Indosuez. Vous alliez dire Tapine et puis vous avez... Oh non, ça c'est vraiment... Là, ça c'est pas vrai, ça n'a même pas effleuré mon palais. Mais non. Malheur. Les Français préfèrent. Oui, bien sûr, je les comprends d'ailleurs. Catherine Deneuve n'avait pas sitôt parlé que badaboum, la bourse perd 20% en une seule journée. Évidemment, c'est terrible. Alors, on parlait il y a un instant de la pédagogie boursière.
boursière. En matière de bourse, il y a aussi la pédagogie du réel. Et celle-là, ça va être la première leçon administrée aux petits épargnants et elle va être sacrément cuisante. Dans cette affaire, ceux qui auront le plus perdu, les petits épargnants. C'est la première année que j'investis en bourse. J'ai tout perdu, $80 000. Le malheur, c'est qu'il va y en avoir d'autres après, et même assez nombreuses. On n'en voit pas le bout. La dernière en date, c'est celle de l'éclatement de la bulle Internet, et ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre implacablement, en vertu de la logique qui veut que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Les quotidiens ne se contentent pas de rapporter par le détail l'événement d'hier, qualifié d'historique. Dans leur ensemble, et quelle que soit leur orientation politique, ils applaudissent plutôt la réélection de François Mitterrand. Sous le titre « La génération Mitterrand a gagné », le soir de Bruxelles évoque une vague sereine, plus soucieuse du bon sens commun que de gloire gaulienne ou d'activisme chiracien. SIC, la catholique libre Belgique parle de président rassembleur. Le rassemblement et la nécessité de gouverner au centre étant d'ailleurs les thèmes les plus exploités par la presse ce matin. Jacques Chirac, qualifié de beau joueur, se voit quant à lui décerner de bons points pour sa politique économique, dont, comme le souligne la libérale Dernière Heure Les Sports, la France tonton maniaque devra tenir compte. Bruxelles, Daniel Deloy, France Inter. Sur la réélection de Mitterrand, qui veut commenter ? Ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand, avec donc réélu à plus de 54%, tire les fruits à la fois du tournant social-libéral de 83-84, d'une stratégie extrêmement fine et maligne de gestion de la cohabitation. Et finalement, ce que ça signifie, c'est que la France se dit désormais une république du centre, selon le titre d'un best-seller qui paraît cette année-là, écrit par les trois chefs de file de la Fondation Saint-Simon, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon et François Furet, qui disent qu'après un siècle et demi de polarité politique forte et de social, ils parlent de la fin du social, la France peut enfin être gouvernée au centre. Et à regarder même le débat... Ça nous dit quelque chose pour aujourd'hui. Hein, oui, mais à regarder le débat... C'est purement stratégique, parce que si on regarde le débat présidentiel Mitterrand-Chirac, qui est alors un morceau de bravoure, enfin, qui est superbe, on se rend compte que Chirac a l'air d'un idéologue, d'une sorte de dinosaure de l'âge politique et idéologique, cet âge révolu, c'est-à-dire qu'il a quelques idées à défendre et un programme qui a l'air spécifique, là où Mitterrand ne lui parle que continuité historique, continuité de la République, union, consensus, paix sociale, bref, celui qui, arrivant à couvrir le spectre qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, garantira à la France cet ordre sans lequel les marchés ne seraient pas satisfaits. Donc effectivement, que Mitterrand soit applaudi par Bruxelles et par la Bourse est normal. Il signifie que la France est plus au centre qu'elle ne l'a jamais été. L'ironie de l'histoire étant bien sûr que dans les années qui suivent, elle le sera moins. Je crois qu'il y a deux grosses différences entre l'élection de 81 et la réélection de 88. Une qu'on a déjà signalée, qui est évidemment la réaction de la Bourse, qui panique en 81 et qui salue la réélection de François Mitterrand en 1988. L'autre grande différence, elle apparaît à travers le slogan qu'on a entendu tout à l'heure à l'antenne, qui est « Génération Mitterrand ». Entre-temps, le pouvoir, y compris le pouvoir de gauche, surtout le pouvoir de gauche, s'est extraordinairement personnalisé. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1980, l'un des slogans de sa campagne, c'était quelque chose du genre « Le premier désir de la droite, garder le pouvoir, ma première ambition, vous le rendre ». Et il arrive au pouvoir, en quelque sorte, poussé par un mouvement populaire sur la base d'un programme politique avec des ambitions collectives. Quand il revient au pouvoir, c'est vraiment l'engouement individuel, la génération Mitterrand. Si vous voulez, la gauche a disparu dans la lettre aux Français qu'il adressera personnellement, qui est sa propre écriture, qui ne sera pas avalisée par le Parti socialiste ou par le Parti communiste ou par quelque structure que ce soit. Dans cette lettre, on ne voit pas une seule fois apparaître le mot socialisme. Et dans cette lettre, il y a tout ce qui, en quelque sorte, débouchera sur la politique économique des années suivantes, cette espèce de stabilisation libérale, là où elle est, le ni privatisation, ni nationalisation, qui permet surtout, compte tenu du fait que François Mitterrand est quand même le candidat de la gauche, de signaler qu'il n'y aura pas de nationalisation. On n'attend pas encore, à l'époque de lui, des privatisations. Donc c'est en quelque sorte un engagement conservateur. Et je crois que là, c'est les deux grosses différences. D'une part, la réaction de la Bourse, et d'autre part, ce pouvoir personnalisé à tel point que la réélection de Mitterrand, on se demande si c'est vraiment une victoire de la gauche, ou si c'est pas davantage la victoire d'un homme.
Pour savoir où va une présidence, en effet, demandez-vous par qui elle est saluée, c'est-à-dire de qui le président réélu est-il l'ami. Il est l'ami de Bruxelles et il est l'ami de la bourse, on vient de le dire. Il est l'ami de Bruxelles, ça n'a rien d'étonnant, ça on l'a déjà vu dans une tranche précédente. Mitterrand a remis la France dans les clous européens en 1983, il a négocié le sommet de Fontainebleau et la relance vers le grand marché qui finira en acte unique signé par Jacques Chirac, et d'une certaine manière, il lance cette grande dynamique absolument continue, transalternance, transpartisane, qui va voir se succéder les gouvernements de gauche, de droite, mais tous fidèles à l'orientation européenne. Pas de surprise là. Salué par la bourse, bien sûr, parce que à partir de 1983, le socialisme de gouvernement est le meilleur ami de la finance. Il fait la déréglementation de 1986, il multiplie les encouragements par voie d'incitation fiscale à l'orientation de l'épargne des Français vers les produits d'action, les PEA, c'est quand même une grande affaire socialiste. Les socialistes apporteront leur écho aux privatisations, et même plus que leur écho avec Lionel Jospin un peu plus tard. Ils chanteront glorification et défiscalisation des stocks options avec Strauss-Kahn. Ils institueront l'épargne salariale financiarisée, qui sera une amorce de fonds de pension avec Laurent Fabius en 2001. Et voici qu'en 2007, Ségolène Royal reparle de fonds de pension. Là, il faut arrêter de déconner parce que c'est vraiment très très grave. La financiarisation sera complètement achevée et, malheureusement, je le crains, irréversible. Après les hommes de l'ouverture, voici les dossiers clés de l'ouverture. Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les 2 projets de loi qui vont sans doute dominer la vie politique française dans les mois à venir. D'un côté, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. De l'autre, le revenu minimum d'insertion. Un coup d'œil sur les textes, en compagnie de Claire Chazal et de Christophe Martet. Ensuite, nous évoquerons les enjeux politiques. L'impôt de solidarité sur la fortune devrait concerner environ 120 000 personnes. L'ISF devrait rapporter environ 4 milliards de francs à l'État. Cet impôt de solidarité sur la fortune doit financer en partie, pour la moitié environ, le revenu minimum d'insertion. Ce sont les préfets qui distribueront ce revenu aux 500 000 Français les plus pauvres. Une personne seule touchera 2 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter 1 000 francs pour une autre personne du ménage et 600 francs par enfant à charge. Voilà, là on est content quand même. C'est le 13 juillet 1988. On a l'ISF, 4 milliards de francs qui vont être attribués aux pauvres. On prend aux riches pour donner aux pauvres. De quoi se plaint-on ? Frédéric Lordon ? Oui, il faut se souvenir tout de même que parmi les facteurs qui ont causé la défaite électorale de la droite en 88, il y a eu la très maladroite suppression de l'IGF, impôt sur les grandes fortunes, ancêtre de l'ISF, par Jacques Chirac, qui s'en est mordu les doigts longtemps après. Alors évidemment, la recréation d'un impôt équivalent sous le nom un peu différent d'ISF apparaît comme une reconquête de gauche absolument magnifique. Et comme vous le disiez, on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Il faudrait être bête pour s'opposer à une si bonne politique socialiste. Évidemment, même avec peu de recul, on pouvait s'apercevoir qu'on entrait là dans le registre de l'alibi et de la verroterie de la politique fiscale, c'est-à-dire de la gesticulation symbolique qui redistribue des masses financières finalement de volume extrêmement maigre et qui permettent de faire passer en contrebande toute une série d'autres choses qui alors là pèsent singulièrement plus, comme la désindexation des salaires à laquelle on a procédé entre 1983 et 1986, l'explosion des revenus financiers, etc., etc. Et ça va tout à fait bon train. On pourrait observer néanmoins que dans cette logique de l'alibi et de la verroterie, il y avait finalement 2 instruments. Il y avait la redistribution fiscale de 3e ordre, et puis il y avait des efforts quand même qui étaient consentis par la gauche pour faire bonne figure sur le terrain des mœurs sociétales, culturelles, etc. Or, que verra-t-on au bout de quelques années, c'est-à-dire lorsque la gauche reviendra au pouvoir à partir de 1997, c'est que ne restera plus que le 2e instrument, celui des mœurs, et finalement, ça n'est plus qu'avec le Pax qu'on achètera la tranquillité sociale, même l'instrument fiscal aura été mis au rebut, puisque, comme vous le savez, la gauche reviendra armée de très bonnes dispositions orthodoxes, selon lesquelles augmenter les impôts, ça nuit à la croissance. Donc, pour ce qui est des redistributions, vous repasserez. C'est le grand bond en arrière.
Disons en tout cas que les accomplissements de la gauche sont singulièrement revus à la baisse avec le temps. En 1936, on avait eu les congés payés, les 40 heures et l'office du blé. En 1944-1946, on avait eu la sécurité sociale. En 1981, une augmentation substantielle du salaire minimum, de la dépense publique, les nationalisations. Là, en 1988, alors bon, vous allez avoir quelque chose, mais regardez bien, ça va pas durer longtemps. Vous avez le RMI et la Nouvelle-Calédonie. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut pratiquer une politique qui, elle, est beaucoup plus traditionnelle, orthodoxe, pour ne pas dire conservatrice. En vous écoutant tous les trois, là, parce qu'on a tous les quatre vécu, et puis beaucoup d'auditeurs ont vécu quand même ces années-là. Survécu à ces années-là. On se dit, mais que pensions-nous à l'époque, que disions-nous à l'époque, que pensaient Est-ce que les Français se rendaient compte de ce qui leur arrivait ? Là, sur cette élection, est-ce qu'ils ont cru réélire un homme de gauche ou, comme le dit Halimi, réélire Mitterrand ? D'abord, il y a un problème de recul. On ne sait jamais ce qui nous arrive au présent, et puis on ne sait pas à quel moment ça passe à l'échelle de l'histoire. En revanche, c'est vrai que ce que disait Serge Halimi est vrai. Il y a une personnalisation de la politique à tel point que le personnage de Mitterrand, patelin, à la fois royal et assez proche, paternel ou avanculaire, parce que c'est plutôt une figure d'oncle, c'est tonton. Hein. C'est d'ailleurs l'année où on commence à l'appeler tonton, et où au bébé de show de TF1, qui devient effectivement la star, la grenouille. On a effectivement à cette époque l'impression que le désarroi politique et idéologique est tel qu'il y a un effet psychologisant, rassurant de petit père des peuples de Mitterrand, qui a un effet psychologique à mon avis inquantifiable mais énorme, qui explique aussi ce raz-de-marée, parce que après tout, les déçus de la gauche, qu'on appelle les déçus de la gauche, ils existent déjà. Ils ont déjà eu le temps d'être déçus en 7 ans. Il y a quand même eu une casse sociale et un doublement du taux de chômage qui fait que les socialistes auraient dû quand même voir leur électorat rongé. Donc je pense qu'il y a là une sorte de réflexe personnalisant, on se rassure autour de cette figure de Mitterrand. Au demeurant, lorsque la droite revient au pouvoir en 1986, c'est une droite extraordinairement à droite, qui ne correspond pas à ce qu'on avait connu précédemment, et va donc se constituer contre cette droite autour de François Mitterrand, faute de mieux, mais il est là et il semble être en mesure de barrer la route à Chirac, une espèce de réaction défensive à ce que cette droite a révélé d'elle-même pendant ces 2 ans. Il faut se souvenir que le discours d'investiture de Jacques Chirac en 1986 devant l'Assemblée nationale est l'une des déclarations les plus ultra-conservatrices de l'histoire politique française. Là, c'est une affirmation reaganienne. D'ailleurs, Reagan et Thatcher sont les modèles de la droite française à cette époque. Donc, il va se constituer en forme, en quelque sorte, de défense, de réaction à cette droite, un soutien à François Mitterrand. Beaucoup de gens ont compris que ça n'était pas le président de gauche qu'ils espéraient en 1981, mais ils se disent, devant la tempête, faut kiffer le délicat. Ce qui nous a manqué et ce qui doit être la loi des socialistes, c'est lorsque nous avons confronté nos points de vue, lorsque nous nous sommes opposés les uns et les autres, lorsque l'heure du congrès arrive, c'est l'heure aussi du rassemblement. C'est ça qui est indispensable. Il faut la synthèse, je crois à la synthèse. Ne la refusez pas. Quant à moi, j'y consacrerai d'ici demain toutes mes forces. Mes camarades, vous vous êtes divisés au cours de ce congrès, mais au moins pourriez-vous rassembler sur le fait que si nous sommes tous là, nous le devons à l'action formidable de François Mitterrand. Serge Halimi. Sur le congrès du PS de Rennes, ce qui est intéressant, c'est que l'affrontement, la violence des affrontements est tout à fait spectaculaire quand on considère la petitesse des enjeux. Parce qu'en fait, ce sont 2 dirigeants du même courant du Parti socialiste, du courant mitterrandiste, qui s'affrontent avec Jospin d'un côté et Fabius de l'autre. Et c'est autour d'une bataille essentiellement personnelle qui vise déjà à déterminer l'identité du successeur de François Mitterrand.
que cet affrontement se fait, mais quiconque suit cette bataille à l'époque a bien du mal à déterminer quel est l'enjeu réel lorsqu'il s'agit des politiques économiques, des politiques sociales, de la politique étrangère, derrière cette violence inouïe qui se déchaîne à Rennes. Dans la décennie qu'analyse François Cusset, il y a l'événement qui ne se produit pas. Il y a un énorme renversement idéologique et l'événement qui ne se produit pas, c'est un congrès du Parti socialiste où on en débat. Pendant toute cette période, vous n'avez pas un seul congrès du Parti socialiste qui soit vraiment structuré par des enjeux de fond. Vous avez eu des enjeux de fond au congrès de Nantes, vous avez des enjeux de fond au congrès de Metz. En 1991, lors du congrès de l'Arche, le Parti socialiste rompra officiellement avec la doctrine de la lutte des classes, de la rupture avec le capitalisme. Mais pendant toute cette période des années 80, lorsque le Parti socialiste est au pouvoir, ce parti ne débat pas. Ce qui est un peu aussi la schizophrénie, enfin je crois, du socialisme français, qui finalement ne fera jamais son aggiornamento comme l'a fait le Labour Party anglais. Il n'y a pas de New Labour et effectivement on pourrait imaginer qu'au terme de la décennie Mitterrand, un congrès prenne acte de ce tournant idéologique, quitte à renier un peu de son électorat à court terme. Enfin c'est exactement la stratégie qu'a eu Blair avant d'arriver au pouvoir. Ça n'aura pas lieu et n'ayant pas lieu, ça continuera effectivement dans deux voies complètement schizophréniques et séparées, qui est d'un côté de continuer à agiter des promesses de progrès social, de l'autre de tenir, quand on est au pouvoir, une politique et des mesures qui vont dans le sens inverse, sans jamais avouer sincèrement à ses électeurs ce qu'on est en train de faire. Donc à mon avis, la déroute électorale et sociologique de la gauche en France est liée peut-être à ce manque de sincérité. Frédéric Lordon. J'en remettrais volontiers une pelletée dans cet ordre d'idées sur non seulement l'évitement du débat, mais quasiment son interdiction, qui en matière de débat de politique économique a été porté à un point extrême. Il faut bien voir que en 1986, quand les socialistes font la déréglementation financière, ils vont profondément modifier les conditions d'exercice de la politique économique. Après la déréglementation, dont ils sont les architectes, les politiques économiques sont conduites à la face des investisseurs financiers internationaux, et non seulement à leur face, mais avec l'obligation impérative d'obtenir leur approbation. À défaut de quoi, les marchés financiers ont maintenant les moyens de déclencher des tornades monétaires contre lesquelles aucune banque centrale ne peut s'opposer et de mettre la politique économique absolument en pièces. Donc, la déréglementation a libéré des forces qui sont devenues une puissance de normalisation des politiques économiques absolument sans précédent. N'essayez même pas de sortir des clous, de nos clous, disent les marchés financiers, autrement vous terminerez déchiquetés. Alors on pourrait croire que la gauche se rebellerait contre cet état de fait. C'est tout le contraire. Non seulement la gauche l'accepte, mais elle va enseigner aux Français qu'il est bon de l'accepter. Les pédagogues ne manquent pas. L'une des grandes continuités des années 80 et des années 90, c'est ce démon de la pédagogie. On l'a déjà vu dans une tranche précédente, mais je trouve que c'est un caractère extrêmement profond des nouveaux rapports de pouvoir. C'est-à-dire que les dominants pensent rendre légitime leur domination plus seulement du simple fait de l'exercer, mais désormais en l'expliquant aux dominés. Alors le mot d'ordre, c'est si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes en colère, c'est que vous n'avez pas bien tout compris, mais on va vous expliquer. Alors on explique inlassablement. C'est vraiment extraordinaire. On commence par les enfants, qui sont les cerveaux les plus malléables, ce qui a donné lieu à la floraison d'un genre littéraire à part entière, qui est le bidule expliqué à mon fils ou à ma fille. Qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué à mon fils ou à ma fille ? C'est fantastique. On les bassine, ces pauvres gosses. Donc le racisme, c'est mal. Le christianisme, c'est bien. La charité humanitaire, c'est très bien. L'Europe et l'économie de marché, c'est indispensable. Et les politiques s'y sont mis. Ils sont devenus d'extraordinaires pédagogues et on a tous le souvenir de cet immense moment de pédagogie politique qui a été la campagne du traité constitutionnel européen en 2005, sauf que cette fois-ci, pas de bol, c'était en ZEP, la classe était turbulente et les gamins des cancres. Mais qu'à cela ne tienne, on va plus attendre simplement la période des examens, désormais c'est contrôle continu. Donc on va masser la bête en permanence. Alors on crée des comités ad hoc, alors il y en a un qui est particulièrement merveilleux qui s'appelle le CODIS, qui est le comité pour la diffusion de la culture économique et qui a explicitement pour tâche, je cite, de réconcilier les Français avec l'économie. Il faut donc croire qu'ils étaient fâchés. Et le CODIS a exposé très récemment un certain nombre de préconisations dont je garde la plus croustillante, qui est, vous l'aurez noté, formulée par Éric Orsena, ancien membre de cabinet socialiste, qui se présente lui-même très modestement comme écrit du conseil de surveillance de Vivendi. Absolument, et qui nous dit la chose suivante: puisqu'il faut masser les esprits, il faut commencer à l'école. Je
cite, « Tout enseignant doit avoir une connaissance de la réalité économique. Ce qui importe, c'est que les profs connaissent et aiment l'entreprise. Qu'ils la connaissent à la limite, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut qu'ils l'aiment. Si on ne connaît pas l'entreprise, évidemment, elle paraît menaçante. En fait, l'entreprise n'est ni de droite, ni de gauche. Amen. » Dans votre bouquin, François Cusset, je rappelle le titre, La décennie, le grand cauchemar des années 80, vous restez quand même dans la sphère française. Oui, alors d'abord, on ne peut pas faire abstraction d'un paysage beaucoup plus large qui est effectivement une modification de la donne politique et économique mondiale et cohérente à l'échelle mondiale. Ce qui m'a intéressé, c'est quand même le paradoxe français, c'est qu'effectivement, pour un résultat idéologique assez similaire, enfin le passage en force d'idées libérales au plan économique et conservatrices au plan culturel, la méthode a été quasiment inverse, puisque face à Thatcher et Reagan, on a une gauche d'abord très populaire, en plein état de grâce, qui ensuite le sera moins, et face au mouvement ultra-réactionnaire de America is back et des blancs mâles au pouvoir aux États-Unis, on a le gauchisme culturel, la subversion actuelle, Libération, Canal+. Donc on semble suivre un chemin inverse. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment, par ce chemin inverse, on arrive à des résultats pas très différents.